Donc bonsoir tout le monde. Merci d'être venu au Human Talks. Donc juste une petite question, qui est-ce qui n'est jamais venu au Human Talks et pour qui c'est la première fois? Ah ouais, toujours une petite moitié. Donc du coup, pour vous, la télécommande ne marche pas. Donc les Human Talks, en fait, c'est talks qui sont faits par des développeurs, pour tous les développeurs. Donc l'esprit, c'est d'être vraiment convivial et de partager ce qu'on connaît. Donc c'est des talks de 10 minutes, donc c'est extrêmement court pour voir pas mal de sujets, changer, vraiment découvrir. Et donc ça se passe tous les deuxièmes mardis du mois. Vous pouvez déjà réserver votre planning pour le reste de l'année. Donc si oui, ça vous intéresse, donc vous pouvez proposer vos talks ici, donc soit directement sur le Meetup, soit via ce lien court. Donc on est très ouvert et on adore avoir de nouveaux speakers. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, c'est là où on fait toutes les annonces et où on propose, là où on fait nos différentes annonces. Donc ce soir on est à Paris, mais les Human Talks, c'est dans toute la France, on a un peu plus d'une dizaine de villes. Et donc c'est en même temps, avec bien sûr des sujets différents, c'est des équipes différentes qui organisent, mais on fait ça de manière synchronisée et un peu avec tous la même philosophie. Donc pour Paris, on est 4. Donc moi, Loïc, donc Julien qui n'est pas là ce soir, Mathieu Parizeau ici, et Samir qui est là-bas. Donc voilà, une petite équipe, on s'éclate bien, mais si vous voulez nous rejoindre, on serait super content d'organiser avec vous. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir nous en parler. Ça fait toujours super plaisir d'avoir du sang neuf dans l'équipe. Donc ce soir, on a 2 sponsors. Donc tout d'abord l'école 42 qui nous accueille donc voilà, dans ses locaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire bon, a priori. Donc a priori non. Donc Brest.io qui est un site de recrutement pour les profils tech. Ils n'ont pas pu se déplacer ce soir, mais on les aura peut-être un autre soir. Donc c'est eux qui nous payent l'apéro de tout à l'heure. Donc merci à eux. Donc ce soir on aura 4 sujets. Donc un premier, pourquoi je passe au business plan open source par Christophe Robillard. Donc ensuite Mathieu nous présentera mettre de l'émotion dans ses interfaces. Ensuite on nous parlera de latence avec Nicolas Babel. Et Guillaume Duquesne nous présentera l'agile en 10 minutes les concepts de base. Et puis ce soir, on a aussi un guest star, un speaker surprise, donc qui nous vient de Stripe et qui va nous parler des mythes sur les API de paiement. Donc on a hâte de voir ça. À la fin de l'événement, donc il y aura un rôti. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé des talks. C'est très utile pour les speakers, savoir un peu où ils sont situés, puis aussi pour nous, pour avoir votre retour. À la fin de l'événement, après l'apéro, en général, on va faire un resto. Alors, je sais pas comment on va se débrouiller là, mais une chance que ça vous intéresse. Nous, on est toujours open pour continuer la soirée autour d'un resto. Pour ceux qui étaient là, le mois dernier, on a lancé le sponsoring. Donc, c'est donc 2 offres. Donc, une de base à 500 et une premium. Donc pour nous, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un petit fonds de roulement pour pouvoir financer du matériel, pour avoir des caméras, des goodies et vraiment les apéros quand on a du mal à trouver un sponsor. Et donc voilà, donc si jamais votre boîte est intéressée ou si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas à leur en parler et puis à nous faire un retour. Donc vous avez le lien vers la plaquette un peu plus complète ici. Et vu qu'on l'a lancé le mois dernier, on a 2 sponsors, donc Always Data et SOAT. Donc merci beaucoup à eux. On va pouvoir commencer à faire quelques petits investissements. Donc ça fait super plaisir que ce soit fait rapidement et en espérant en avoir quelques-uns de plus. Donc voilà, maintenant place au talk. Et donc avec Christophe. Bien, bonsoir tout le monde. Donc je vais vous présenter, je vais répondre à la question pourquoi je passe au business model open source. Donc, je m'appelle Christophe Robillard et j'ai développé un SaaS qui s'appelle Merci Edgar, qui est un logiciel d'aide à la prospection dédié au monde du spectacle. Alors,
j'aurais pu appeler ma presse. J'ai été salarié, je suis passé à temps partiel, puis freelance, puis j'ai créé un produit, puis finalement je vais être fournisseur de services. Mais le titre était trop long, donc j'ai préféré l'appeler tout simplement pourquoi je passe en open source. Mais la réponse, en tout cas les motivations, sont les mêmes en fait. Alors, comme maintenant on se connaît bien, on peut se dire les choses franchement, et je vais en exclusivité pour vous ce soir vous donner ma recette du bonheur. Donc c'est la mienne, hein, ça ne veut pas dire que ça va marcher pour vous. En tout cas, moi, je considère que ma journée est réussie quand j'ai créé quelque chose, que ce soit une nouvelle fonctionnalité, que ce soit une chanson, une mélodie, quand j'ai appris quelque chose, quand j'ai compris un peu plus le monde qui nous entoure, ou quand je partage des moments, des expériences, des témoignages, voilà, bref. Si je fais ça, une des choses, créer, apprendre ou partager, bah, je suis un peu plus heureux que le matin quand je me lève. Et le problème, c'est que créer, apprendre ou partager, ça prend du temps. Bah, je pense que la vraie liberté, c'est pas avoir beaucoup d'argent, mais c'est surtout avoir beaucoup de temps pour faire vraiment ce qu'on veut. Et alors, moi, j'ai commencé à travailler un peu comme tout le monde en salarié à temps plein dans une SS2I. Donc en plus, quand on débute, bah, faut qu'on fasse ses preuves, donc on bosse comme un taré. Et puis le week-end, on se repose, mais on n'a jamais de temps vraiment pour soi, quoi. Donc je me suis mis ensuite au 4/5e. Donc là, j'avais une journée par semaine pour faire ce que j'avais envie. Là, j'étais encore plus frustré, en fait, parce que je me disais, si j'avais vraiment du temps, je pourrais vraiment mener à bien des projets. Donc je me suis mis à mi-temps. Puis après, quand j'ai voulu descendre en dessous du mi-temps, c'est un peu compliqué quand on est salarié. Donc je me suis mis à mon compte avec l'objectif de gagner plus pour travailler moins. Voilà. Et j'ai réussi à remplir à peu près mon objectif, puisque j'étais en moyenne à 7-8 jours par mois, qui me permettait entre autres de faire de la musique. Voilà, donc faire de la chanson, faire de la chanson drôle devant des gens qui payent pour me voir. Et bon, je passe les détails, mais il y a 2-3 ans, je fais un concert au Sentier des Halles. Donc le Sentier des Halles, c'est une petite salle qui a un petit nom dans le milieu, parce que ça appartient à l'Olympia, il y a Universal qui est derrière. Donc voilà, j'étais content, sachant que moi, je fais tout seul, j'ai pas de manager, j'ai pas de tourneur derrière moi. Donc je me suis dit, ça va être l'occasion de faire venir des pros. Et donc j'avais la salle 2 soirs de suite, donc j'ai réussi à faire venir du public, à remplir la salle, donc à payer les musiciens et les comédiens qui étaient sur scène, mais aucun pro qui s'est déplacé. Et donc, démotivation, je me suis dit, en tout cas, je ne peux pas continuer comme ça. Si je veux continuer, quels sont les problèmes ? Premier problème, je ne connais pas bien le métier, comment il fonctionne. Pourquoi un programmateur de salle va programmer tel artiste et pas tel autre ? Pourquoi un producteur, un tourneur ? Enfin, comment ils fonctionnent ? C'est quoi leur logique ? Et puis, deuxièmement, pour prospecter de nouveaux lieux, de nouveaux festivals, j'avais mon fichier Excel avec 40 colonnes où on n'arrête pas de scroller pour qualifier au mieux les différents lieux, les festivals. Mais le fichier Excel, il a un peu ses limites. Donc j'avais besoin d'un outil un peu plus adapté pour prospecter. Il en existe un vraiment dédié au monde du spectacle, mais qui coûtait beaucoup trop cher, qui s'adressait plutôt aux grosses prods et pas aux artistes autoproduits comme moi. Donc je me suis dit, comme ce qui me fait vivre, moi, c'est pas la musique, mais l'informatique, je me suis dit, je vais le développer. Donc voilà, donc j'ai développé un outil, c'est un CRM, hein, voilà, un outil donc de suivi, de gestion de ses clients, donc de ses prospects, qui est dédié au monde du spectacle vivant. Je ne vais pas vous faire la pub sur Merci Edgar, j'en parlerai plus longuement au prochain talk. Donc voilà, cible, artiste autoproduit, chargé de diffusion, tourneur, bon, bref. Et alors je me suis dit, ce qui est le réflexe un petit peu quand on est développeur, c'est on se lance tout de suite dans le code. Et je me suis dit, avant de développer le code, je vais d'abord essayer de créer la communauté de futurs utilisateurs qui vont pouvoir éventuellement utiliser Merci Edgar. Et donc, je suis revenu un petit peu au problème que j'avais rencontré à mon concert au Sentier des Halles, qui était, je ne connais pas bien le métier. Donc, je me suis dit, je vais prendre une caméra, puis interviewer des directeurs de salle, des producteurs, des tourneurs, des attachés de presse, des journalistes, pour vraiment qu'ils nous expliquent, c'est quoi leur métier, comment ils fonctionnent, pourquoi ils vont programmer tel artiste et pas tel autre. Quand tu te fais tomber le truc, non, je gagne pas de temps. Voilà. Et donc j'ai fait des entretiens vidéo et en me disant que les questions que je vais poser à ces différentes personnes, ça peut intéresser d'autres artistes comme moi, quoi.
Donc j'ai fait, voilà, aujourd'hui on doit être à peu près à 28, je crois, en entretiens vidéo, donc, qui sont vraiment des vidéos pédagogiques, quoi, et qui m'a permis de faire connaître Merci Edgar dans un premier temps, donc par des artistes, et qui m'a permis ensuite de faire des apéros d'Edgar un peu partout en France, au Francophonie de La Rochelle, à Toulouse, à Paris aussi, à Bobigny, bref, pour dès le début ne pas fantasmer ce qui me paraissait moi le logiciel idéal, mais confronter, avoir des retours de futurs potentiels utilisateurs. Et puis ensuite, les différentes deadlines que je me suis fixées au niveau du développement, les différents jalons que je me suis fixés pour le développement de Merci Edgar, en fait, je les ai calqués sur des salons qui rythment le métier du spectacle, quoi. Ce qui fait qu'il y a un an, j'ai lancé une première version bêta au BIS de Nantes, qui est un salon voilà, qui fait référence. Voilà. Je ne vous ferai pas la démo de Merci Edgar, mais bon, voilà, grosso modo, donc ça fait depuis un an qu'il y a une version qui est de test qui est en ligne. J'ai communiqué un petit peu pour les BIS de Nantes il y a un an, puis ensuite j'ai pas du tout communiqué. Et chaque jour, j'ai une nouvelle personne qui s'inscrit, qui utilise l'outil. Là, on en est à 700. Donc ça m'a conforté dans ma stratégie de créer d'abord la communauté pour qu'ensuite le bouche-à-oreille se fasse bien. Et puis ça m'a conforté également dans l'idée que ça répond à un besoin. Et là, l'idée était que là, en janvier, février 2015, que je le commercialise. Voilà, l'idée, rien de révolutionnaire, un abonnement voilà, mensuel, chaque mois, les gens payent 10, 20 euros. Problème, c'est que plus ça allait, plus la date approchait, janvier-février, plus ça me gonflait, quoi. Je me suis dit, bon, ça va être des clients, ils vont m'embêter, on va falloir faire du support, je vais m'enfermer dans un truc qui me plaît pas, en fait. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, tu payes quelqu'un pour le faire. Ouais, enfin, j'ai pas l'argent, moi. Alors c'est pas grave, tu cherches un investisseur qui va te donner l'argent, qui te permettra de, etc. Ouais, enfin, sauf qu'un investisseur, faut le faire rêver, faut lui dire que je suis dans un objectif de croissance internationale, sauf que c'est pas vrai, quoi. Moi, j'ai envie d'avoir du temps libre pour faire d'autres trucs, d'autres projets, des trucs qui me plaisent, donc je ne trouverai pas l'investisseur comme ça. Donc je me suis dit, quel moyen permettre vraiment que Merci Edgar soit le plus pérenne et continuer à avoir du temps pour continuer à créer, apprendre et partager, quoi. Et donc je me suis dit, le logiciel Merci Edgar, ça va être totalement gratuit. On va créer une association à but non lucratif qui va avoir comme objet de piloter le développement de Merci Edgar et de manière plus large de créer des outils pour aider les artistes et pour faciliter l'entrée d'artistes. Donc elle a été créée, cette association, le 14 janvier 2015. Allons même plus loin, le code que j'ai écrit pendant un an, je le libère, je le mets en open source. Ce qui permet donc de ne plus être tout seul à développer l'outil. Et puis donc voilà, que de nouvelles fonctionnalités puissent être développées. Et puis par contre, l'objectif c'est de continuer à faire grossir ma communauté d'artistes. Et puis tous les utilisateurs de Merci Edgar, ils ont un point commun, c'est en fait ils sont dans une logique de professionnalisation. Et ils ont des besoins en fait en termes de formation sur comment communiquer auprès de leurs fans, auprès des professionnels, comment bien négocier une date avec un lieu, avec un festival, comment gérer tout l'administratif. Et donc l'idée, en fait, c'est de leur vendre de la formation. Voilà. Voilà, grosso modo, pourquoi finalement je suis passé en open source. Et puis l'idée, c'est que la formation, une fois que j'ai trouvé les formateurs, une fois que la formation elle est montée, le truc roule, pas tout seul, mais c'est je pense que c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins énergivore que d'être le développeur et de faire le support pour les utilisateurs de Merci Edgar. Il me reste 45 secondes. Alors qu'est-ce que je peux vous dire en 45 secondes ? Je vais les utiliser parce qu'il n'y a pas de raison. J'ai envie de vous dire merci d'être là. Merci bientôt de contribuer à Merci Edgar. Même si l'objectif de la prochaine présentation, ça sera pourquoi vous allez bientôt contribuer à Merci Edgar avec le sourire. Voilà. Merci à vous. Ouais, tu disais que tu étais parti sur un mode SaaS.
Donc j'imagine qu'il y avait des frais liés à ça. Oui. Aujourd'hui, le mode SaaS, tu l'as complètement arrêté ou Non, comment non. tu supportes les frais? C'est l'association qui s'en occupe? C'est ça. En fait, il va y avoir une adhésion à l'association. Le logiciel est totalement gratuit, que tu sois adhérent ou pas. Mais si tu es adhérent, tu vas pouvoir accéder à des bases de données, de contacts pro, communautaires, que tu vas pouvoir alimenter. Voilà. Et l'idée, c'est qu'effectivement, les adhésions permettent de couvrir les frais d'hébergement. Alors, du coup, moi j'ai une question. Combien il y a d'adhérents du coup à l'association? Là, on l'a créé il y a 2 semaines seulement, donc je peux pas te dire je peux pas te dire un nombre d'adhérents maintenant. Surtout qu'on peut même pour l'instant, si je sais filmer en plus, donc je devrais pas le dire, mais le compte en banque n'est même pas encore créé, tu vois. Donc, bon, voilà. Non, par contre, ce que je peux te répondre, c'est que la création de l'assemblée générale constitutive de l'association, on l'a fait le 14 janvier, c'était un mercredi, à savoir une semaine après les événements que vous connaissez. Et donc, moi, je comptais sur la semaine d'avant pour mobiliser, pour annoncer voilà, l'Assemblée Générale, super. Bon, c'était une semaine, c'était un peu compliqué de communiquer. Et donc, finalement, j'ai communiqué du lundi pour le mercredi, en fait. Et on a fait ça, donc je ne sais pas si vous connaissez le lieu, le Centre Barbara FGO. C'est une grande salle de spectacle qui accompagne les artistes, en l'occurrence. Et en fait, du lundi au mercredi, pour une assemblée générale, pour un logiciel de gestion, donc c'est quand même pas le truc hyper sexy, et ben on a eu plus de 50 personnes qui sont venues à l'assemblée générale. Voilà. Et tu as établi ton seuil de rentabilité par rapport au service SaaS à combien d'adhérents? Oh, c'est pas grand-chose. Ça, faut le dire ici, là. Non, c'est juste pour savoir. Mais non, mais ça, c'est trivial en fait par rapport. Non, mais ça va. Il n'y a pas de rentabilité puisque c'est une asso, donc là, on cherche. L'idée, c'est plutôt l'équilibre, en fait. Ouais. Je peux pas te répondre non plus. En fait, j'ai des frais d'hébergement. J'ai calculé des frais d'hébergement à 200, 300 euros par mois. Et puis, ensuite, le surplus, ça sera dans la com, ça sera, tu vois. Il y a un budget, si tu veux, mais nos actions vont dépendre du nombre d'adhérents. Voilà. Tu vois, on pose le plus le problème comme ça. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Donc moi, je vais vous parler de design émotionnel ou comment mettre de l'émotion dans vos interfaces. Alors d'abord, je me présente. Donc, je suis Mathieu Parizeau. Comme Loïc vous l'a dit, je suis un des organisateurs des Human Talk. Mais en dehors de ça, je suis avant tout un développeur web. J'adore m'amuser à faire des sites web. J'adore faire des interfaces. C'est un truc que je kiffe au quotidien. Et donc, en tant que développeur, je me suis dit, pour faire des bonnes interfaces, il faut que je m'intéresse un peu à tout ce qui est design. Et donc, le design, l'UX, tout ça, c'est des trucs un peu compliqués. Donc, j'ai été creusé. Et c'est comme ça que je suis tombé sur ce concept de design émotionnel qui m'a bien plu. Et donc, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui. Alors, design émotionnel, qu'est-ce que c'est? Déjà, design, tout le monde sait à peu près ce que c'est. C'est la manière de rendre les choses jolies, ergonomiques, esthétiquement agréables à regarder, à utiliser. Ce qui va plutôt nous intéresser, ce qui va interpeller les gens, c'est plutôt le côté émotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut faire du design qui soit émotionnel? Alors déjà, posons-nous la vraie question, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Avant de parler de design émotionnel, intéressons-nous à ce concept-là. Alors là, moi, je suis très feignant, j'ai été voir Wikipédia. Et Wikipédia, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'une émotion, du latin motio, action de mouvoir, mouvement, est une expérience psychophysiologique, attention, complexe de l'état d'esprit d'un individu lorsqu'il réagit aux influences biochimiques, c'est-à-dire internes, et environnementales, externes. Donc nous, comme on travaille sur un site web, une application, ce qui va nous intéresser, c'est que finalement, une émotion, c'est l'état d'esprit de notre utilisateur lorsqu'il réagit aux influences environnementales, donc à notre site, à notre application. C'est ça qui va nous intéresser ici. Et pourquoi c'est intéressant de savoir comment il va réagir? C'est parce que les émotions influencent notre cerveau. Et tout ça, ça découle d'une étude donc, qui a été faite par Josh Medina, donc il en a fait un livre qui s'appelle Brain Rules, qui est assez sympa à lire aussi, qui explique un peu comment marche le cerveau. Et dans ce livre, il dit que les événements portant une charge émotionnelle persistent beaucoup plus longtemps dans nos mémoires et on peut se les remémorer plus précisément que les souvenirs neutres. Et ça, quelque part, c'est un peu le saint graal de tout service marketing et de communication. C'est finalement que les gens se souviennent de ce qu'on a fait, qu'en plus ils s'en souviennent de manière pérenne et qu'ils s'en souviennent de manière précise. Et donc, pour un site web, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens vont se souvenir de l'expérience de votre site, vont potentiellement en parler autour d'eux. Et si cette expérience-là elle a été associée à des émotions positives, ça veut dire qu'ils vont vouloir revenir. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant lorsqu'on développe des applications et des sites web. Donc des émotions, il y en a plein.
Vous avez des émotions très positives, la joie, l'euphorie, la tendresse, l'amour. Et vous avez aussi des émotions qui sont très négatives. Vous pouvez avoir la colère, la terreur, la haine. Donc voilà, il va falloir s'intéresser à quelle émotion on veut vouloir transmettre à nos utilisateurs. Un exemple simple, si jamais je vous fais un site de pompe funèbre et que je le fais comme ça, je vais susciter tout un tas d'émotions. De la joie, de l'amusement, voilà. Mais est-ce que c'était vraiment le message que je voulais faire passer? J'en suis pas très sûr. Donc il va falloir aussi vous poser la question. Quel message vous voulez faire passer? Quelle émotion vous voulez transmettre? Pour ça, il y a un moyen simple, c'est de recycler quelque chose que moi j'ai découvert avec l'agilité. Alors je ne sais pas si c'est exactement lié à ça fait vraiment partie intégrante de l'agilité. Ce qu'on appelle les personas. Donc, dans l'agilité, les personas, c'est définir des profils types d'utilisateurs sur lesquels on va pouvoir jouer des scénarios. Vous avez potentiellement le power user, la personne qui ne connaît rien à l'informatique et qui va cliquer n'importe où. Là, l'idée, c'est plutôt de faire une persona de votre site web ou de votre application. Quelle est sa personnalité? Lui donner une image. Si jamais vous avez une mascotte, vous utilisez votre mascotte. Si vous n'avez pas de mascotte, vous pouvez prendre l'image de quelqu'un qui représente cette personnalité-là. Donc ensuite, vous allez définir sa personnalité. Est-ce que c'est un site amusant? Est-ce que c'est un site sérieux? Est-ce que c'est un site austère, potentiellement triste? Pourquoi pas si vous voulez faire un site triste? Et surtout, le comportement de ce site-là. Comment vous allez mettre en place cette personnalité pour que l'utilisateur qui se déplace, donc moi je fais des sites, mais ça marche aussi sur les applications, qui se déplace sur votre site, ait un comportement qui soit homogène. Que l'émotion que vous allez, toutes les émotions que vous allez essayer de transmettre ne tombent pas comme ça par hasard et que vous ayez quelque chose de cohérent. Donc ça, c'est important de bien définir la personnalité de votre site. Alors là, c'est très simple, on a défini un tas d'émotions qu'on voulait transmettre, une personnalité, comment on allait le faire, mais physiquement, comment ça marche? Comment on peut transmettre une émotion à quelqu'un finalement? Est-ce que c'est si facile que ça? Bah, c'est très facile. Là, tout de suite, je vais vous transmettre de la tendresse. Voilà. J'ai attendri au moins les 3/4 de la salle facilement. C'est très simple. Notre cerveau est conditionné, à l'image d'un bébé, à s'attendrir. Toutes les défenses tombent, on veut la protéger, c'est une bête fragile, c'est notre instinct de reproduction qui rentre en jeu, et voilà. Donc vous avez des stimulus comme ça qui sont imprégnés dans notre cerveau depuis tout le temps, et avec lesquels il va falloir jouer. Alors évidemment, vous n'allez pas mettre des images de bébés sur votre site à droite à gauche. Ça marche aussi avec les chatons, hein, pour ceux qui se posent la question. C'est pour ça que tout le monde adore regarder les vidéos de chatons sur YouTube toute la journée. Alors, comme vous ne pouvez pas forcément mettre des vidéos de chatons et des images de bébés partout, si vous pouvez, tant mieux, et allez-y, hein, on va essayer de faire autrement. Alors, comment ça pourrait marcher? Je vais vous prendre un exemple. C'est celui de Mailchimp. Mailchimp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de mailing. Donc, vous saisissez une liste d'adresses, vous écrivez un mail et il l'envoie à tout le monde. Après, vous avez des statistiques, tout ça. C'est très ennuyeux, très rébarbatif à faire, ça amuse personne. Et donc, eux, ils se sont demandé comment faire ça de manière positive, comment rendre ça agréable. Donc, ils sont très en avance sur tout ce qui est design émotionnel. Et donc, on va s'intéresser un peu qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, déjà, eux, ils ont une mascotte. C'est ce chimpanzé, donc Mailchimp, un chimpanzé, jusque-là, c'est logique. Et chimpanzé, il n'est pas anecdotique. Il n'a pas été choisi par hasard, il n'a pas été dessiné comme ça par hasard. Tout d'abord, il a un visage poupon. Vous avez il est très joufflu, un visage très rond avec des grands yeux. Ça rappelle une image de bébé. C'est inconscient, mais c'est le cas. Ensuite, ce chimpanzé, il sourit. Il est super sympathique, il a un sourire vachement engageant. Et quand les gens sourient, ça vous met de bonne humeur de manière générale. Et en plus, ce chimpanzé, il va vers l'avant. Il a une démarche avenante. Et du coup, vous avez envie de le suivre. Quelque part, vous avez un chimpanzé là, qui est tout mignon, tout beau, qui est tout attendrissant, qui vous sourit et qui va vers l'avant. Vous n'avez qu'une envie, c'est le suivre au quotidien. Quand vous le retrouvez sur toutes les pages, ça a tendance à vous mettre potentiellement de bonne humeur. Et ce qui est intéressant chez Mailchimp, en plus de ce chimpanzé, c'est la manière dont ils l'utilisent. Eux, dans leur persona, ils ont défini que ce chimpanzé-là donnerait des messages à l'utilisateur sur toutes les pages, mais pas n'importe quel message. Il vous donne des messages qui n'ont absolument rien à voir avec ce que vous faites. Pas de message d'erreur, pas de message de système, rien. Tout ce qu'il va vous dire, c'est plein de bêtises pour vous distraire. Un exemple, il va pouvoir vous dire vous savez où on est? On est dans la jungle, Ben. Rien à voir avec la personne qui est en train d'écrire un mail. L'objectif, c'est de vous sortir de votre train-train. Vous êtes en train de faire une tâche répétitive, je vous rappelle. Et donc là, le chimpanzé, il va vous sortir ça. Ça va vous sortir de ce que vous faites et quelque part, ça va vous détendre, ça va vous distraire. Et ça, c'est extrêmement important. Ils ont décidé d'aller encore plus loin. À un moment, ils ont rajouté des messages aléatoires. Ils ont rajouté des messages du type « Hey, j'adore ta nouvelle coupe de cheveux ». Et là, c'est génial, parce que là, vous parlez à l'utilisateur et vous créez de l'émotion. Si la personne s'est réellement coupé les cheveux la veille ou quelques jours avant, il y a la surprise. Comment il sait que je me suis coupé les cheveux? Et puis en plus, il adore ma coupe de cheveux. C'est super flatteur, c'est vachement intéressant. Ça vous met forcément de bonne humeur. Puis vient la question de comment il sait qu'on s'est coupé les cheveux. En fait, il n'en sait rien. Et on s'en fiche. Dans 99% des cas, il va tomber à côté. Et de temps en temps, il va tomber bon. Et du coup, ça crée des tweets de ce type-là où la personne, comment Mailchimp sait que je me suis coupé les cheveux? Et là, vous avez le deuxième effet, c'est le service utilisateur qui prend le relais et qui dit « Tu ne savais pas que tous les chimpanzés qui envoient des mails étaient psychiques ?» C'est génial, non?
Et là, deuxième effet derrière. Donc vous allez pouvoir créer de l'émotion comme ça, parce que maintenant, cette personne-là, à chaque fois qu'elle se log sur MailChimp, déjà, quand elle va taper son login et son mot de passe, elle va se demander qu'est-ce que le chimpanzé va me dire. Vous pouvez en être sûr. Et du coup, elle a envie de venir pour savoir ce qu'il va lui dire. Est-ce qu'il va savoir que je me suis acheté une nouvelle robe? Est-ce qu'il va détecter ma nouvelle coupe de cheveux? Un autre exemple intéressant, c'est celui de Reddit. Le Reddit, c'est un site d'agrégation de news qui est assez connu. Et donc, leur page d'erreur, quand le site tombe, c'est celle-ci. Et c'est une page que je trouve géniale. Alors là, vous remarquez qu'ils ont aussi une mascotte qui est assez arrondie, assez poupine, qui est assez sympathique. Et cette page-là, elle est géniale pour deux raisons. Déjà, elle est rigolote. Donc, vous avez un effet négatif. Le site est tombé et la réaction de l'utilisateur, c'est pas « Oh, le site est encore HS, c'est pas possible, c'est quoi ce site, j'en peux plus », c'est « Ah, cool, une animation rigolote ». Et le deuxième effet, c'est que vous pouvez voir sur le maillet, donc vous imaginez que ce petit bonhomme-là est en train d'assommer celui-là avec un maillet qui s'appelle F5. Ce qui se passe quand un site tombe, c'est que les gens rafraîchissent la page non-stop. Et ça rend la possibilité de remettre le site d'aplomb encore plus difficile. Donc l'objectif, c'est d'arrêter que les gens fassent F5. Là, vous voyez ça, je vous mets au défi d'appuyer sur F5 pour continuer à taper dessus, sauf si vous êtes un gros sadique. Donc non seulement ils ont éliminé la version négative de « Ah, il y a une erreur, c'est pas possible », imaginez la même chose avec un écran bleu ou une page 500 classique avec la stack trace, c'est encore pire. Non seulement ils ont annulé ça, mais en plus ils ont enlevé une action néfaste. Donc là, c'est extrêmement positif. Tout ça avec une toute petite touche de design émotionnel. Ils ont juste réfléchi 2 secondes à ce qu'ils allaient faire. Un autre exemple qui est marrant, c'est Wufoo. Wufoo, c'est un site qui permet de faire des formulaires. Eux, ils font un truc simple. Pour tous leurs clients, ils leur envoient une lettre manuscrite de remerciement. Donc là, ils ont carrément sorti le design émotionnel en dehors de leur site. C'est encore une étape plus loin. C'est-à-dire que vous vous inscrivez dessus, vous allez recevoir une lettre manuscrite pour vous remercier de vous être inscrit et d'être un utilisateur. À une heure où on reçoit des dizaines de mails de spam dont on s'en fiche, voire on ne reçoit même pas de mails de remerciement quand on s'est inscrit, là, eux, ils vous écrivent, voire ils vous donnent des autocollants, des trucs dans ce genre-là. C'est juste génial. Vous avez forcément envie d'utiliser leurs produits. Donc voilà des idées de choses que vous pouvez faire avec du design émotionnel pour donner aux gens envie d'utiliser vos sites, envie de revenir et les fidéliser beaucoup plus efficacement. Voilà. Donc pour conclure, parce que j'ai pas beaucoup de temps, déjà n'essayez pas de manipuler vos utilisateurs. Si vous essayez de transmettre des émotions qui sont à l'opposé de ce que vous faites réellement, ça ne marchera pas. Les gens s'en rendront compte, ils verront la manipulation, ils vont vous prendre pour un gros hypocrite et vous aurez l'effet inverse, ils vont vous rejeter. Si vous êtes un grand pétrolier qui déversait des milliers de litres de gasoil dans la nature, n'essayez pas de vous faire passer pour un mania de l'écologie, ça ne marchera pas. Ensuite, commencez petit. Ne planifiez pas une refonte complète de votre système en design émotionnel. Commencez par mettre des petites touches à droite à gauche dans vos pages d'erreur, c'est facile. Et éventuellement, reformulez vos messages d'erreur pour qu'ils soient plus sympathiques pour vos utilisateurs. Et puis mesurez. Quand vous mettez de l'émotionnel dans votre site, c'est que vous avez un objectif. Augmenter les ventes, augmenter les conversions, faire rester les gens plus longtemps, etc. etc. Établissez-les, mesurez-les, et vous verrez si vous allez dans le bon sens. Et puis si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le livre Designing for Emotion ou Design émotionnel en français chez Bookapart. Il est très sympa, très, très léger à lire. Et moi, c'est avec ça que j'ai découvert le concept et c'est juste génial. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Il est derrière aussi. Merci. Donc moi je connaissais déjà le concept, je trouve ça super intéressant. Par contre, moi la question que je me pose toujours c'est quels sont les effets, parce qu'on se doute bien que c'est plus sympa, que ça va potentiellement améliorer, mais est-ce que tu as des chiffres sur des boîtes qui ont mis en place ça, des effets que ça a eu? Alors là, j'ai pas les chiffres en tête. Je sais que, alors du coup là, j'ai pas donné l'exemple, mais il y a un site de vente d'accessoires d'appareils photo qui s'appelle Photo Jojo, qui est incroyable en termes de design émotionnel, qui fait un site extrêmement amusant à utiliser. Et je ne vais pas donner de chiffres sur qu'est-ce que ça a créé pour eux. Moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai pas d'appareil photo. Et pourtant, j'avais qu'une envie, c'était de leur acheter des trucs. Parce que quand tu passes 5 minutes sur le site, tu t'amuses tellement, tu te rends pas compte, tu as rempli ton panier de trucs et tu n'as qu'une envie, c'est cliquer sur acheter. Donc tu as un vrai effet déclencheur derrière, réellement. Sur MailChimp, c'est juste phénoménal la manière dont ils l'ont fait. Il y a des exemples d'une marque de fringues dans le bouquin où la personne... du coup, elle c'est dans le service après-vente, qui faisait beaucoup d'émotionnel dans le service après-vente. Elle avait fait une promo. La personne elle avait dit, ouais, c'est pas possible, je viens d'acheter mon jean. Alors, ils vendaient des jeans, je crois. Je viens d'acheter mon jean la semaine dernière. Vous faites une promo, faites-moi la promo. Il a fait un pari avec la personne sur cette équipe de football ou de basket ou de je sais pas quoi. S'ils gagnent, je te fais la promo. S'ils perdent, tu dois dire à 2 personnes de ton entourage que tu as acheté un truc chez nous et que tu as adoré ça. Alors, je ne sais même plus qui a gagné le pari, etc. Mais la personne, c'est un client depuis ce temps-là. C'est un client ultra fidèle et c'est devenu un des meilleurs clients de la marque. Donc, vous allez pouvoir créer ce genre d'engagement, en fait.
Donc voilà, c'est là où c'est. Après, je peux pas donner de chiffres, mais en tout cas, il y a des vrais effets derrière. Il y a des boîtes qui se rendent compte que ça a drastiquement baissé leur taux d'appel au service après-vente, ou que quand les gens appellent, surtout, ils sont moins agressifs. Donc les solutions se trouvent beaucoup plus rapidement avec quelqu'un qui ne vous agresse pas au téléphone. Donc c'est plutôt ce genre d'effet que tu vas pouvoir mesurer très, très, très finement, finalement, plutôt de dire, bon là, on a fait plus 25% de chiffre d'affaires grâce à ça. Voilà. Ouais, parce que moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est plus une succession de petits coups d'éclat, comme donc tout ce que tu cites, plutôt quelque chose de systématique qu'on peut appliquer de manière plus ou moins normée. Tout dépend jusqu'où tu vas aller. MailChimp, ça fait partie du cœur de leur stratégie. Tout le site est architecturé autour du design émotionnel. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais la personne qui a écrit le bouquin, c'est le designer de MailChimp. Ils ont une persona qui est extrêmement précise sur comment le singe réagit, qu'est-ce qu'il peut dire, à quel moment, etc. Qu'est-ce qu'ils doivent mettre sur tel type de page. C'est extrêmement bien, c'est très cadré. Il n'y a pas de hasard, si tu veux, dans tout ce que fait MailChimp dans ses pages. Voilà, donc tout dépend après de jusqu'où tu veux aller. Ça peut être juste en effet mettre la mascotte sur ta page d'erreur comme peut le faire Reddit, ou ça peut aller jusqu'à toute une stratégie qui te permet de te démarquer de la concurrence. C'est aussi un élément très très fort pour se démarquer de la concurrence. Des sites de mailing et des sites de gestion de formulaire, il y en a des dizaines. Celui où vous avez un singe qui vous poste des vidéos débiles pour vous aider à vous distraire, bah, vous allez avoir tendance à rester. Le site de formulaire qui vous envoie des lettres manuscrites pour vous remercier, bah, vous allez avoir tendance à rester. Donc c'est des sites qui vont créer comme ça, qui vont partir d'un marché qui est extrêmement concurrentiel et très difficile, et qui vont réussir à rester, même à dominer ces marchés-là extrêmement facilement. MailChimp, maintenant, ils sont très très forts en termes de part de marché. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais. Juste une question sur toi, ton expérience personnelle. C'est des choses que tu as déjà mis en pratique sur des projets perso, pro, et qu'est-ce que ça a donné, et qu'est-ce que c'était, et qu'est-ce que ça a donné? Alors du coup, moi, c'est quelque chose que j'ai poussé dans mon ancienne entreprise. Je suis devenu indépendant il y a quelques mois. J'ai poussé ça sur mon ancienne entreprise, SOAT. Donc j'ai essayé de distiller des petites touches de design émotionnel dedans. Donc là, c'était plus... donc la SOAT, c'est une SS2I qui a plutôt une mentalité assez fun, qui joue beaucoup sur le côté venez, on est des développeurs amusants, on aime bien sortir, faire la fête, etc. Et donc là, on a essayé de transmettre ça à travers de petites touches. Donc ça a donné notamment sur les pages d'erreur, sur la page 404 par exemple, on a lancé un concours en interne qui nous a fait une page 404 rigolote. Alors, je dois avoir de la connexion internet. Hop. Donc ça, c'est le site qu'on a refondu il y a quelques mois. Et donc si vous allez sur la page 404, ah mince, attends pour moi. Hop. Hop là, donc là vous avez la page 404 qui ne s'affiche pas proprement. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bizarre. Résolution bizarre. Donc sur la page 404, vous avez un petit panda et un petit lion. Et donc quand vous cliquez sur le panda, ça fait des trucs bizarres. Et quand vous cliquez sur le lion, ça fait des trucs encore plus bizarres. Voilà, donc là on s'est amusé, donc c'est un côté un peu amusant, voilà, on montre l'image de la boîte. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on sur la version mobile, on cherchait à comment faire un menu un peu sympathique. Donc s'il y avait le énième menu hamburger que tout le monde a, c'était pas très drôle. Donc on s'est amusé à faire un menu un peu plus sympathique. Hop là, donc là il faut que je réduise davantage. Donc là, je suis passé en mode mobile. Donc là, sur le menu, on ne voit pas très bien, mais c'est un personnage qui est perdu, qui lit une carte. Et quand on déplie, il tombe en parachute. Et voilà, il est content, il a trouvé le menu. Et il remonte. C'est des choses bêtes. On ne sait pas mesurer si jamais c'est efficace ou pas. En tout cas, on s'est bien amusé à les faire. Et ça renvoie une image positive de l'entreprise. Tous ceux qui l'ont vu ont trouvé ça marrant, ont trouvé ça génial. Voilà. Donc ça, c'est des choses toutes bêtes. Ça a très très peu d'impact sur le site, finalement. On s'est juste amusé à mettre ça à quelques endroits clés. Parce qu'on ne voulait pas prendre de risques au particulier. C'était un concept que j'ai juste introduit comme ça. On n'avait pas forcément besoin de temps. C'est arrivé aussi assez tard. Voilà, donc on s'est amusé à faire ça. Donc là, ça ne faisait pas partie de la stratégie de l'entreprise. Mais en tout cas, ça permet de renvoyer l'image amusante de l'entreprise. Tu vois ça, tu sais que tu n'es pas sur un site bancaire. Ou sinon, tu es sur une banque fun et qu'ils ont choisi de faire une banque fun. Voilà. Donc voilà un exemple de moi, par exemple, ce que j'ai mis en place de petites touches de design émotionnel. C'est là où je vous dis commencer par des choses petites. Après, une refonte complète de site émotionnel. Déjà, moi, je ne suis pas designer, je suis juste développeur, donc je peux juste amener quelques idées, mais ce n'est pas moi qui vais te pondre un design complet de site complètement émotionnel. Là, il te faut aussi un designer qui soit sensibilisé au concept, forcément. Si tu es tout seul à essayer de pousser le truc en tant que développeur, tu pourras mettre que des petites touches comme moi je l'ai fait, mais il faut vraiment que ça soit réfléchi par tout le monde et que tout le monde soit en phase avec ça.
si tu veux vraiment aller beaucoup plus loin. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Eh bien, merci. Moi, Nicolas Babel, je travaille pour Motwin. On s'occupe de faire des logiciels d'optimisation d'API pour tout ce qui est applications sensibles au temps, essentiellement au départ sur des applications pour du trading. L'objectif étant d'être capable d'afficher des cotes en temps réel. De ce temps passé chez Motwin, j'en ai retenu quelques petites choses que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je vais parler un peu vite parce que j'arrive pas à faire moins de slides sur le sujet. Donc il va falloir un petit peu booster, ouvrez bien les chakras. La latence, d'abord, c'est deux éléments. C'est une latence réseau, c'est un délai du plus petit paquet possible, c'est un ping, c'est combien de temps il va mettre pour faire un aller-retour. À ne pas confondre avec la bande passante, qui est la quantité totale de données qu'on peut transmettre exactement en même temps. Et la latence applicative, c'est le temps entre l'action d'un utilisateur et la réaction à cette action, aux conséquences, souvent l'affichage. C'est moi qui... Non, c'est bon. Globalement, notre cerveau, il est fait de façon assez étonnante. La première chose, c'est qu'on a un temps de réaction qui est de 100 à 400 millisecondes. Donc, face à une action, on a un temps de réaction de 400 millisecondes. Face à une question d'un autre être humain, on a aussi un temps de réponse qui est entre 100 et 500 millisecondes. Et ça, on le fait depuis qu'on est très très petit, depuis qu'on est tout petit. Et on s'est tous habitués à interagir avec les autres êtres humains entre 100 et 500 millisecondes. Et comme la nature est bien faite, elle nous a dotés en plus d'un cerveau qui enregistre extrêmement bien, c'est la mémoire sensorielle, pendant une demi-seconde, voire 2 secondes pour l'auditif. Au-delà, on parle déjà d'une mémoire qui est un peu plus long terme et qui est un peu plus compliquée, qui nous fatigue plus et qui ne réagit plus au niveau de l'émotion. Donc l'objectif, quand on fait une application, c'est d'aller essayer de faire ce temps presque parfait qui est équivalent à la relation humaine, c'est-à-dire d'être capable de réagir aux actions de vos utilisateurs en une demi-seconde. En dessous, c'est de l'instantané, c'est pas très grave, utile pour les jeux, mais pas forcément pour de l'application mobile ou web. À 1 seconde, l'utilisateur ne va pas ressentir réellement une attente. À 2 secondes, c'est un temps qu'on va dire classique qui devient de plus en plus lent aux yeux de nos utilisateurs de plus en plus jeunes. Et au-delà, on commence à perdre vraiment beaucoup de monde. En plus, pour les gens qui sont capables de faire entre 500 et 2 secondes, qui sont déjà assez expérimentés, ils ont essayé de comprendre quel était le réel gain commercial de faire un peu mieux à chaque fois. Et là, on a pas mal d'études de Google, Amazon, Walmart, Redis, eBay et autres sociétés. Beaucoup d'études qui ont eu lieu entre 2011 et 2012. J'ai essentiellement trouvé de ça. À partir de 2013, on n'en voit plus. Je pense qu'ils ont arrêté d'essayer d'éduquer leurs concurrents à quelque chose finalement qui est clé pour eux. Parce que ces gens-là ont découvert que 100 millisecondes de réaction, de latence applicative en moins, leur faisait perdre 1% du revenu et 5% de pages vues. Oui, je sais, j'en vois qui clignent des yeux et qui sont complètement étonnés. Ouais, 100 millisecondes, on ne peut pas détecter 100 millisecondes. L'être humain, on n'est pas capable de détecter ces 100 millisecondes-là. Et c'est bien parce qu'on est en train de parler à notre cerveau, à notre côté émotionnel, que finalement, ça a un impact direct sur le chiffre d'affaires et sur le nombre de pages vues. Aucun de vos utilisateurs ne vous dira wow, « c'est super long, on vient de passer de 900 millisecondes à 800 ». Non, c'est pas possible. Ce n'est que de l'inconscient. Et quelques jeux que vous pouvez faire qui prouvent bien que votre inconscient, lui, sait quand est-ce qu'il doit mémoriser, quand il doit faire des efforts supplémentaires. Donc 100 millisecondes, 1% de revenus, quand on s'appelle Amazon ou eBay, ça représente quelques centaines de millions de dollars, et c'est pour ça qu'ils font des efforts assez impressionnants sur améliorer toujours leur latence. Pour améliorer la latence applicative, on parle de perception, afficher quelque chose le plus vite possible, parce qu'avant tout on parle à des êtres humains, on parle de latence, de débit, de quantité de données, de nombre de requêtes et de protocoles. Je ne suis pas capable, dans le temps qui m'est imparti, de rentrer dans tous ces détails-là, mais c'est plein de choses différentes et de plus en plus, surtout avec l'arrivée en masse des DevOps, on ne peut pas différencier les unes des autres. Il faut savoir sous quel contexte on fait quoi. Quelle latence je vais avoir de disponible, quel débit, quel nom d'image. Typiquement sur la quantité de données, ça ne sert à rien de donner des images en 4K pour un appareil mobile. C'est toutes des choses sur lesquelles on doit se poser des questions dès le début d'un développement en fait. Pareil, la gestion des protocoles, on peut au fur et à mesure se rendre compte qu'on a fait quelque chose de trop lent, mais c'est remettre en cause une énorme partie du code pour réussir à revenir en arrière sur certains éléments. Alors quelques exemples. Netflix, vous connaissez tous, le métier c'est de diffuser des films. Donc pourquoi investir beaucoup d'argent, pourquoi investir beaucoup de temps dans tout simplement dans leur interface utilisateur qui ne sert qu'à displayer les listes de films. Pour les mêmes raisons que les autres, ils se sont rendus compte que gagner une 100 millisecondes, 200, 300 millisecondes, même sur l'interface qui donne la liste des films que vous pouvez aller voir, augmentait l'usage et la vision des films. Et plus vous regardez de films avec Netflix, plus vous êtes heureux, plus vous achetez, vous continuez d'acheter.
La très très vieille mode sur les développements d'il y a 15 ans, 20 ans pourrait donner quelque chose comme ça, avec à chaque fois des images cherchées et uploadées une à une, et ça pourrait être très long. Ce que Netflix a fait, et je vous conseille pour entrer dans le détail de ça, une vidéo de Jaffer de Netflix, donc, que vous pouvez retrouver sur InfoQ, qui dure à peu près 1 heure, qui explique tout ça en détail. Je vais survoler ça extrêmement rapidement. Globalement, sur la base de leur interface, ils se sont dit, tiens, mais finalement, ça ressemble vachement à un tableau. Ah ben, si ça ressemble vachement à un tableau, finalement, ça pourrait quand même être un doc.json. Et si c'est un doc.json, eh ben, je peux le gérer non pas en renvoyant tout le tableau, mais en envoyant des JSON patch, tout simplement. Ils ont été encore un cran beaucoup plus loin, puisqu'ils ont inventé leur propre format de document qui s'appelle le JSONG, et qui leur permet en fait de ne pas forcément renvoyer dans le document JSON plusieurs fois une jaquette quand elle apparaîtra plus tard. Tous ces efforts-là ne servent qu'une seule chose, c'est réduire à une seule requête la recherche de l'interface la première fois qu'elle est demandée, et surtout la capacité ensuite à n'alimenter que sur les éléments de l'interface qui ont changé. Et surtout, un élément super important pour eux, c'est de tout mettre en cache. C'est-à-dire que l'application va toujours chercher directement en cache ce qui est disponible, et sinon, va aller chercher sur le réseau. Si en plus, vous êtes capable de pousser ce JSON patch vers le cache, en réalité, l'utilisateur ne va jamais regarder le réseau à chaque fois qu'il regarde son interface. Et elle est toujours disponible en cache sur la base de ce document JSON. Et donc, vous avez une interface et une interactivité absolue. De plus en plus ces derniers temps, surtout avec bientôt HTTP bis, les grands commencent à investir sur des API de streaming ou sur des interfaces, des applicatifs qui mettent en jeu des protocoles dits full duplex ou de type push, donc WebSockets, SPDY, MQTT. Twitter fabrique les grands annoncements qu'ils ont fait. Il y a toute une section qui est sur des API qui disent de streaming, qui permet de fournir au fur et à mesure les tweets. Et ils se sont rendus compte de 2 choses. La première, on est de plus en plus en attente de choses interactives. La deuxième, le monde du web est de plus en plus mobile. Le trafic mobile a dépassé depuis plus d'1 an maintenant le trafic web dit de desktop. Et le mobile apporte une contrainte technique nouvelle. La latence, le RTD, qui est un peu la latence du premier paquet, sur le fixe, elle est au niveau ADSL entre 20 et 40 millisecondes. Quand on parle sur fixe en optique fiber entre pays, on est plutôt à 50 millisecondes. Et quand on est en fibre optique entre 2 continents, on est à peu près à 100 millisecondes. C'est-à-dire que les gens, pour passer de 100 millisecondes à 300-400 millisecondes, ont fait des investissements énormes depuis 10 ans sur des data centers, se rapprocher les data centers des clients, les CDN, et il y a beaucoup d'argent qui a été en jeu là-dessus. Malheureusement, quand on arrive sur le mobile, en 3G, on tombe sur une latence de 150 millisecondes. C'est-à-dire que si vous voulez faire du 3G qui va taper un serveur qui lui-même est de l'autre côté de l'Atlantique, vous allez taper sur 250 millisecondes de latence. Et ça, quoi que vous fassiez, les CDN, l'infrastructure ne vous permettront jamais d'aller au-delà de la latence technique pure de la mobilité, qui est à 150 millisecondes en 3G et à 100 millisecondes en 4G, mais personnellement, j'ai encore que la 3G chez moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en HTTP, pour qu'une première donnée utile soit disponible sur votre mobile, elle arrive au bout seulement de 300 millisecondes. Le premier paquet utile, 300 millisecondes. Si vous additionnez 2 requêtes HTTP sur des serveurs différents depuis votre mobile et que les requêtes sont interdépendantes, vous arrivez à 600 millisecondes, ça y est, vous dépassez la zone pour laquelle la réactivité que vous allez avoir avec votre application est émotionnelle. Vous brisez l'émotion et vous commencez à créer quelque chose qui va rapporter tout simplement un peu moins. Alors pourquoi maintenant un protocole bidirectionnel? Tout simplement parce que quand vous êtes en HTTP, vous allez avoir le classique acknowledgement, enfin la première brique TCP qui va toujours être de dire bonjour au serveur et le serveur va répondre bonjour. Avant que votre application mobile ait eu ce retour de bonjour, il ne posera pas la question sur la requête qu'il cherche. Il va répondre un petit cool, ensuite il va demander le type de requête qu'il veut, et enfin il va le recevoir. C'est pour ça que sur une requête HTTP en mobile, en 3G, vous avez le premier donnée utile au bout de 300 millisecondes. Et à chaque fois que vous allez faire une requête, même si c'est pour le même serveur, vous allez avoir la même conséquence, c'est-à-dire un bonjour et un aller-retour pour les données. Je vais vous changer de page, à nouveau un aller-retour pour les données. Si vous rajoutez à ça un peu de sécurité, vous allez avoir encore en plus un aller-retour d'échange de clés qui va se mettre en œuvre. Et donc là, pour le mobile à nouveau, on est tout de suite à 450 millisecondes. Quand vous êtes sur un protocole de type bidirectionnel, vous allez établir une connexion constante entre votre mobile et le serveur. Et cette connexion constante vous permettra, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle requête, de vous débarrasser de l'acknowledgement, voire de la partie sécurité SSE. Donc vous allez toujours avoir à peu près le premier type d'échange, mais après, sur un data refresh, vous voulez updater tout simplement une donnée, que ce soit une donnée boursière, une donnée de stock, une donnée de tweet, ou de voitures disponibles, comme va le faire de plus en plus Karma par exemple,
Vous n'avez qu'à pousser la nouvelle information qui sera intégrée dans votre application mobile. Vous avez une deuxième page, vous avez déjà la connexion qui est faite, vous faites un aller-retour et vous gagnez les 150 millisecondes qui vous permettent d'aller chercher ce 1,5% de chiffre d'affaires supplémentaire. En conclusion, au-delà de 2 secondes, on oublie, c'est mort. Pour créer vraiment de l'émotion, on essaye d'aller taper la demi-seconde, et c'est vraiment l'objectif absolu. Il est quasiment impossible d'atterrir sur cette demi-seconde dans la mobilité si vous continuez à faire des requêtes HTTP, si vous nécessitez si vous nécessitez 2 requêtes HTTP indépendantes. Et enfin, tous les grands investissent dans la latence, c'est-à-dire le plus eux sont capables de fournir des applications qui sont réactives, le moins les utilisateurs acceptent les applications qui ne le sont pas. Voilà, j'ai fini. Des questions? Je ne peux pas répondre précisément sur la technologie qu'utilise Meetup. Ce que je fais de temps en temps quand je vais sur un site pour savoir comment c'est construit derrière, c'est que je vais sur la console et je regarde le type de requête. Pour passer par exemple en WebSocket, il faut faire un changement de protocole et ça se voit de tête avec un type de requête qui est, je crois, 202. Quelque chose comme ça. Donc je vous conseille d'aller dans la console, de regarder un petit peu ce qui se passe, savoir si c'est les requêtes, si c'est des requêtes HTTP ongoing actives ou si c'est du WebSocket, ce genre de choses. Là, je ne peux pas vous répondre directement. De rien. Bien, merci tout le monde de rester pour m'entendre parler en bonus là. Et merci aussi à tous les autres qui ont présenté. Surtout, je voulais aussi vous dire, si vous avez aimé le talk de Nicolas, vous allez peut-être vous intéresser à ça aussi. Je vais vous parler un peu de certains API que j'ai vus en travaillant chez Stripe dans le milieu de la finance. Mais par contre, je vais devoir faire le talk en anglais parce que au niveau du vocabulaire technique, je pense pas que j'ai vraiment le niveau en français pour bien vous en parler. So if you don't mind, I'll switch to English now. Raise your hand if this makes sense. Let me know if I need to slow down. Raise your hand if this is too fast. All right, here we go. All right, so I'm going to tell you a little bit about what I believed about APIs in general before joining Stripe. So this is an example of a request to the Stripe API. I believe that basically all APIs kind of work just like this. They all follow kind of the same recipe. So the recipe goes like this. You open a connection, a TCP connection, you send down your request, you wait for a response, and then you're done. You close the connection. So this pretty much describes every type of API that I'd worked with up to joining Stripe. So HTTP, Thrift, Memcache, essentially all works the same way. However, this is really just one way out of many that two computer systems can have a conversation. And I guess my point tonight is that this isn't necessarily the only way or the only right way that two computer systems can talk. And we're about to see some APIs that are actually kind of difficult to work with as developers. But I also want to point out that there's actually good reasons why these APIs are the way they are. So let's dive into it. Here's the first myth that I believed, which is that each API call is kind of delineated by a dedicated TCP connection. So you'd have at least, at most, one API call per TCP connection. Now, here's my counterexample. It's called ISO 8583, and it's the API that Stripe uses to run the vast majority of its payments volume in the United States. So I'll show you a little bit more about exactly how that works. Before we do that, let's just review the very basic HTTP request flow. And again, we saw this in Nicolas' talk earlier. So here you go. We're going to make 3 requests and get 3 responses. And we see that the requests and responses are synchronous and they're in order, right? You send a request, you get a response. Repeat 3 times. So here's how this actually works in ISO 8583. You can make a bunch of requests, and then maybe you get the response for the 3rd request first, and then the response for request number 1, and the response for request number 2. So in this case, we're actually seeing our requests and responses arriving asynchronously and out of order. So this is more complicated. We basically only make this work by adding a unique identifier that we use to track requests and responses. So there's a cost of doing this. It increases the complexity of the API,
And as clients, we now need to keep track of which requests we sent, and when we get responses back, we need to be able to match those responses with the original requests. However, there's also a big advantage to doing this. Now, by sending requests out of order, we can achieve much better performance, especially in the face of highly variable latency. So kind of here's the formula for understanding when to use an out-of-order protocol. If you have high variable latency, and you're combining that with a high cost of opening a TCP connection, then actually you're probably better off with the complexity of an out-of-order protocol. And actually, I'll go back here just to give a little bit more background. You can kind of imagine in the, say, the 1980s, when some of the big payment systems that are still in use today were being built, these requirements were really important. If you're a mainframe and you're processing payments for thousands or tens of thousands of merchants, and you're talking to banks all around the world, you're going to need these performance characteristics. And so it does make sense to actually add that complexity to your API. All right, so let's move on to myth number 2. This myth is that each API call consists of exactly one request and one response. It's literally a call and response. Now, my counterexample is something called CAFIS. So CAFIS is a brokering system for financial messages in Japan. It's this like unique thing that only exists there, and it behaves pretty differently from HTTP. So let's consider the example of handling a request which is timed out. You send a request, for example, to charge a credit card, and the response just never comes back. So you say, all right, that's done. I'm going to have to somehow try this again. So here's how we might do that in an HTTP API. And this is actually what the Stripe API does. So what we're going to do is we're going to issue a request to say, charge a card, I need to charge this card for 10 euros. And what we're going to do is we're going to include an item potency key, so that when we lose the response just never comes back. All we have to do is now try again. So we make exactly the same API call with the same item potency key. Now the server knows to just send back an identical response to the response it tried to send the last time, instead of retrying a new request. So here is the flow for CAFIS. And it's much more complicated because now you're saying, I want to charge this card. You don't get your response. And you actually have to send a special retry message. You say, it's built right into the protocol, and what you're doing now is you're expecting a special retry response. So in more abstract terms, you send your charge request, you don't get your charge response, and then you send a special retry request, and you get a retry response. To kind of explain this a little bit more in terms of, or by making an analogy to HTTP, what you're essentially saying is that you would send an HTTP post request, and then right after that you would wait and send some sort of a repost command on the same connection. So the advantage here is that, well, I guess we've now built error handling right into this API. The downside is the connection is now stateful. As a client, I have to know, all right, am I in the original state, or am I in the retry state? So for example, let's say you send a request, you don't get a response. You send a retry request, but now you get an original, like, normal response. That's really weird, and that doesn't make sense. Now you need even more error handling to deal with that. Here's another disadvantage. Once you break the TCP connection, you can no longer retry. So with our original example in the Stripe API, you could just retry as many times as you want. But now once you've broken the TCP connection with CAFIS, you're out of luck. There's no more retries allowed. So CAFIS actually has plenty of other interesting quirks. I'm more than happy to discuss these in more detail when I take your questions. Thanks. Si vous voulez, vous pouvez poser des questions en français et je ferai de mon mieux pour vous répondre en français. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu aurais d'autres exemples de, justement, du protocole CAFIS, des subtilités ou des autres choses qu'il propose? Oui, ben, un des caractéristiques intéressantes, c'est que en fait, c'est au lieu, comme en tant que client de ce service, ce n'est pas vous qui vous connectez au service CAFIS. En fait, vous créez un serveur et vous attendez que CAFIS se connecte à vous. Ce qui est très différent. Mais en fait, c'est dans la même veine que cette idée d'être aussi fiable que possible.
Et ce produit Cafis, ce service, se trouve plus fiable que vous. Alors, c'est la tâche de ce service de toujours réessayer de se reconnecter à vous. D'autres questions sur ces protocoles étranges? Finalement, est-ce qu'il y a un type de protocole par banque ou c'est quand même globalement unifié, sauf quelques cas isolés dont tu nous parles là? On voit de plus en plus une standardisation des API des acquéreurs, qui sont les banques à qui on se connecte pour entrer dans le système financier. Alors par exemple, Stripe travaille avec un nombre d'acquéreurs et on voit de plus en plus d'XML. Alors comme ça, c'est un protocole où on envoie une requête et on reçoit une réponse, très normal. Mais il y a toujours un peu cette qualité ancienne de protocole où tout est asynchronous. Et, pardon? Asynchrone, voilà, merci. Et on voit aussi ce genre de truc, par exemple, on voit des combinaisons de protocoles. Alors, on peut envoyer une requête de ISO 8583, mais transportée par HTTP. Alors, on crée le message et on l'envoie dans le body, le corps de la requête post HTTP. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Toujours pas. A priori, on a perdu les deux autres organisateurs, donc je croise les doigts pour que les bières soient arrivées. Ils sont tous les deux rués dehors. Je vous propose d'arrêter là pour aujourd'hui et puis d'aller voir ce qui se passe dehors. Merci.